Donc, alors, il est important de rappeler qu'il faut se faire accompagner pour gérer sa maladie. L'endométriose, c'est une maladie multifactorielle et la prise en charge de l'endométriose, elle est pluridisciplinaire. Et donc, pour gérer la maladie et la douleur au quotidien, se faire accompagner, c'est très bien. Est-ce que, monsieur le gynécologue, vous êtes d'accord avec le fait que la prise en charge, elle est multidisciplinaire et que les soins de support sont là pour aider dans le quotidien? Ah oui, 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 c'est extrêmement important. Ce n'est pas que du traitement médical, entre guillemets, antalgique, anti-inflammatoire, hormonal. C'est également un accompagnement. C'est fondamental d'ouvrir les portes à d'autres traitements d'accompagnement. Par exemple, il est important d'être accompagné aussi par une psychologue. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Vous avez vu tout à l'heure dans les questions posées comment voilà, l'impact psychologique pouvait avoir une importance sur la façon laquelle on ressent aussi les douleurs. Donc, je vous laisse découvrir l'importance du suivi psychologique avec Siam Redzgi, psychologue clinicienne. Quelle est la place de l'accompagnement psychologique ou de la psychothérapie dans une maladie comme l'endométriose? L'accompagnement global que nécessite l'endométriose laisse une place à la psychologie, notamment dans la prise en soin, d'une part du fait de la chronicité de la maladie et d'autre part du fait des répercussions de la douleur sur la qualité de vie. Et sinon, quels outils sont utilisés pour accompagner la maladie et les douleurs d'endométriose? Le psychologue utilise principalement la parole pour accéder à l'appareil psychique. En effet, l'espace thérapeutique représenté par les entretiens permet éventuellement 3 pistes de travail. La première consiste dans le fait de faire un travail autour des émotions afin de les accueillir, les légitimer et de les élaborer. Par exemple, chez des patientes qui sont atteintes d'endométriose, un sentiment qui ressort en grande majorité, c'est le sentiment de culpabilité. Et du coup, l'espace thérapeutique avec le psychologue permettra de travailler autour de cet accueil dans un premier temps du sentiment de culpabilité et dans un deuxième temps de questionner en tout cas la distinction entre la culpabilité et le sentiment de responsabilité. La deuxième piste de travail consiste dans le fait d'accompagner le processus d'intégration de la maladie à l'histoire de vie de la femme et d'identifier avec elle ses stratégies de faire face pour s'adapter à cette situation. Et enfin, la troisième consiste dans le fait de chercher du sens aux douleurs qui ne peuvent être apaisées par des thérapeutiques médicamenteuses. En effet, pour apaiser des douleurs qui ne peuvent pas être soulagées par des thérapeutiques médicamenteuses, le travail sera avec le psychologue d'identifier finalement les facteurs de cette douleur sur un plan psychique afin de les apaiser. Pour permettre à la femme d'avoir une qualité de vie plus confortable en tout cas. Mais du coup, si la psychologie a tant d'importance, à quel moment est-ce le plus efficace? La notion d'efficacité du travail psychothérapeutique est une notion très complexe, d'autant plus que cette notion d'efficacité est très subjective et elle est surtout déterminée par le patient qui s'engage dans un travail psychothérapeutique. Cependant, il est tout de même important de préciser qu'il y a plus de chances de voir s'opérer un changement si la femme atteinte d'endométriose est à l'initiative du début de ce travail psychothérapeutique. Mais sinon, à quel moment doit-on voir son thérapeute? On doit voir son thérapeute quand on s'en sent disponible. Dans le cadre de l'endométriose, aucun soin médical n'est déterminant pour le début d'un accompagnement psychologique ou d'une psychothérapie. Mais en pratique, il n'y a pas de règle universelle. La fréquence des consultations se détermine avec son thérapeute dans son espace thérapeutique. Et par exemple, il peut s'agir d'1 à 2 rencontres par mois. En conclusion, tout comme l'endométriose et la douleur, la prise en soins psychiques n'a pas une forme unique. Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est vraiment la singularité de chaque femme et de chaque situation de couple quand il y en a un.
et qu'il est précieux que chaque femme se sente en confiance et en sécurité dans son espace thérapeutique. Très juste tout ça. Et alors, il y a aussi l'hypnose qui peut se révéler être un outil formidable pour la gestion de la douleur. Et on va vous montrer, vous faire découvrir une petite vidéo de présentation par Laetitia Léniel, qui est praticienne en Bonjour, je suis Laetitia Léniel, je suis hypnopraticienne sur Digne-les-Bains dans le 04. Vous vous demandez très certainement en quoi l'hypnose peut marcher sur la douleur, sur la gestion de la douleur quand on a une endométriose. Déjà, il faut savoir qu'en fait, l'hypnose est tout simplement un état de bien-être, c'est-à-dire en gros un état de rêverie dans lequel l'hypno va vous plonger. C'est juste un état de conscience modifié, un petit peu différent de d'habitude, exactement comme si vous étiez en train de conduire ou de lire ou d'être absorbé par quelque chose de précis. L'hypnose, c'est juste ça, c'est juste un approfondissement de cet état-là. Donc, en gros, comment ça va se passer ? L'hypno va vous faire venir, va vous faire expliquer votre demande pendant une vingtaine de minutes, puis ensuite, pendant une quarantaine de minutes, alors parfois ça peut être un petit peu plus court ou un petit peu plus long, on va travailler vraiment sur la douleur, sur la perception de la douleur. On ne travaille pas sur la douleur, mais sur sa perception, et ça, c'est vraiment très important de pouvoir faire la différence entre les deux. L'hypnose est également donc un outil pour défocaliser son attention au moment de la crise, mais également pour pouvoir arriver à mieux gérer tout ce qui est mémoire des hôpitaux, mémoire des traumatismes, mémoire des opérations, tout ce qui a pu avoir, puisqu'en fait il y a vraiment une différence entre douleur et souffrance psychique. Donc en fait l'hypnose va permettre de vraiment diviser ces deux pôles afin que la douleur puisse au fur et à mesure être ralentie, être diminuée. Par rapport à la fréquence, généralement on dit toujours qu'en hypnose on fait une séance une fois tous les 15 jours. Cela peut être une fois par mois par rapport à la douleur. Et puis mon conseil, c'est de s'y prendre avant. Au moment où vous allez avoir une crise, forcément votre énergie va être focalisée sur votre douleur. Donc le mieux, c'est de faire une préparation avant d'avoir une crise. Donc c'est au fur et à mesure que vous allez constater que la douleur va diminuer en perception. Et au moment effectivement de la crise de douleur, votre hypno peut vous donner 2-3 petites astuces pour pouvoir vraiment défocaliser et faire en sorte que la crise passe plus vite ou qu'elle passe beaucoup mieux. Voilà. Merci, à bientôt j'espère. Je voudrais juste rebondir sur cette vidéo pour dire, ça va répondre peut-être à quelques questions, que certains centres antidouleurs proposent des techniques d'hypnose pour apprendre notamment l'auto-hypnose qui vous permet d'être totalement autonome ensuite pour gérer vos crises. Et ça fonctionne vraiment très bien. Je partage un petit témoignage rapide. J'accompagnais des clients un jour dans mon travail et j'ai senti la crise monter et la douleur et j'étais terrassée par la douleur et j'avais devant moi 50 personnes. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Et donc, je me suis mise en état d'auto-hypnose, là, vraiment en quelques minutes. Et la douleur était très forte, mais l'auto-hypnose, ça apprend à se distancier de la douleur, ça apprend à la regarder différemment et ça change tout. Et la crise a pu redescendre et puis j'ai pu continuer ma journée de travail. Donc, vraiment, je vous encourage, c'est un super outil. Merci Admin pour cette belle précision. Mais les patientes nous parlent parfois aussi souvent quand elles arrivent à mettre les mots, nous parlent de douleur pendant les rapports sexuels. Oui, oui. C'est vrai que nos bénévoles aussi en entendent souvent parler au travers des actions qu'elles mènent. Et du coup, on les oriente vers une sexologue. Et ben, ça tombe bien, nous avons Isabelle qui est là ce soir. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Oui, tout à fait. Effectivement, je vais vous passer mes slides pour aborder la question, effectivement, de l'endométriose. Alors, est-ce que ça se partage? C'est en cours de chargement, mais je peux déjà commencer. Ça y est, c'est bon normalement. Est-ce que tout le monde a accès
C'est parfait, on voit la diapo, Isabelle. OK. Au niveau de la taille, tout est OK. Parfait. Alors effectivement, il arrive que la sexualité du couple soit particulièrement impactée par l'endométriose et effectivement, une étude Endovide qui date un petit peu maintenant de 2021 nous précisait effectivement que c'était l'aspect de la vie, en termes de qualité de vie, qui était le plus impacté par la maladie. J'avais envie de partager avec vous quelques verbatims de patientes qu'effectivement j'ai eu à rencontrer et à accompagner, pour vous donner un petit peu effectivement cet écho et cet impact qui peut se verbaliser dans le cadre de la sexothérapie, d'une rencontre avec un sexologue ou un sexothérapeute. Et effectivement, c'est quelque chose qui envahit toute la sphère psychique, tout l'espace de l'intimité, à la fois de la femme, mais également de son couple. Ça veut dire qu'effectivement, dans le cadre d'une sexothérapie, on va pouvoir traiter à la fois la parole et le vécu, le ressenti de la femme, mais également du conjoint ou de la conjointe lorsqu'il y a effectivement un couple. Et donc, j'avais envie de partager ces éléments-là pour effectivement, dans le terme d'empathie, comprendre ce qui est ressenti et exprimé, puisque c'est aussi des femmes qui, pendant 13 années, se sont vues empêcher cet accès à la parole, puisqu'il y avait un déni et que souvent on leur renvoyait que c'était dans la tête. Et effectivement, ce n'est pas dans la tête, ça se vit dans le corps, ça s'exprime effectivement par des douleurs. Ma consoeur tout à l'heure, le docteur Amélie, en a parlé pour bien expliquer ce qu'était la douleur, mais c'est vrai que on a des femmes effectivement qui nous disent: vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est dur d'avoir mal au moment des rapports sexuels. Mon mari veut m'approcher et j'ai peur de lui dire non. On a aussi d'autres verbatims comme Erika, je suis dans le désespoir sans fin. Les médecins disent qu'ils font le maximum. Moi, j'ai déjà compris que tout ça, c'est pour donner des faux espoirs. Parfois, je pleure dans la nuit, surtout quand mon mari découche. Cette maladie a fait de moi un ventre vide. On rencontre aussi également, on a tendance à se dire que finalement, l'endométriose, ça impacte les couples hétérosexuels, mais pas seulement. Tous les couples, toutes les femmes qui sont en couple, et même dans les couples avec des femmes lesbiennes, ça peut effectivement impacter leur sexualité de manière très, très, très massive. Je n'ai plus envie de faire l'amour. Une fois, je ressens du plaisir. Une autre fois, ce n'est que douleur. C'est vraiment compliqué. Effectivement, ce ne sont pas tous les rapports sexuels qui sont douloureux. Certains le sont, certains ne le sont pas. Donc, c'est compliqué aussi de se positionner par rapport à sa partenaire ou son partenaire qui va être aussi, lui, déboussolé par savoir qu'est-ce que je dois faire face effectivement à ma compagne qui est dans cette souffrance. Parfois, je serre les dents quand il commence par manifester son désir. Parfois, mon estomac est noué et je tremble même. Donc, vous voyez, ça se ressent dans le corps de manière très impactante, très invasive. Et pour certains couples, les messieurs se rendent compte également aussi que ce n'est pas évident pour leur épouse. J'ai l'impression de la forcer. Et après nos rapports, quand elle me dit qu'elle a eu mal, ça me rend triste. Donc, c'est vraiment une problématique qui impacte la vie du couple, la vie des deux partenaires et qui n'est pas si simple que ça, puisque au final, on a quand même 7 femmes sur 10 qui disent ressentir une diminution de leur désir sexuel et de leur libido. On a également 6 femmes sur 10 qui s'abstiennent de rapports sexuels pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand ce n'est pas plusieurs années. Donc, les problématiques de fertilité vont également se poser davantage, puisqu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. On en a parlé précédemment dans les différentes présentations qui ont été faites avant moi. Vous avez des endométrioses qui vont effectivement se localiser sur l'utérus, sur les intestins, sur les trompes, sur les ovaires, mais également sur le myomètre. Et donc, du coup, ces symptômes, ils vont être associés de manière très massive par des douleurs pelviennes qui vont se localiser au niveau du bassin, au niveau du dos, mais également des dysménorrhées, ça également on en a parlé tout à l'heure, qui vont vraiment impacter négativement la période des glaires. On va retrouver des dyspareunies et avec une problématique de lubrification, c'est ce qui va provoquer les douleurs à la pénétration lors des rapports sexuels, mais on va aussi avoir des troubles urinaires et digestifs, on en a également parlé. Ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que les problèmes d'infertilité ne concernent pas 100% des femmes qui sont atteintes d'endométriose et c'est souvent lors d'un bilan d'infertilité que l'endométriose, elle va pouvoir être diagnostiquée. Mais seuls 30 à 40% des femmes doivent faire face à une infertilité. Donc, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on parle endométriose, infertilité, mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Et ça, il faut le rappeler. Et surtout, le symptôme par rapport à la sexualité qui est le plus, je dirais, mis en tout cas en avant, c'est
la problématique de la fatigue chronique. Et là, j'ai envie de dire, ça va impacter la qualité de vie affective, relationnelle, parce qu'effectivement, les temps de récupération ne seront pas suffisants. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces fatigues, dans ces difficultés aussi à pouvoir communiquer finalement ce qu'on a envie, ce qu'on désire, son rapport au plaisir, tout ça, c'est vraiment finalement parfois mis de côté par ces femmes, par ces couples, parce qu'effectivement, si les douleurs sont présentes, elles vont pouvoir parfois même être anticipées, même en dehors des rapports sexuels. Le fait même de penser à la sexualité va faire qu'on va avoir une pensée négative et celle-ci va s'anticiper et va aussi, même avant même que la pénétration ait lieu, provoquer des douleurs. Donc, on va retrouver des douleurs et des dyspareunies, qu'on appelle des dyspareunies d'intromission, qui sont des douleurs qui sont ressenties au moment de la pénétration. On va également retrouver des dyspareunies de présence, où là, la douleur, elle va survenir lorsque le pénis est dans le vagin. Et puis, on va retrouver de manière plus massive des dyspareunies profondes qui sont des douleurs qui se déclenchent lors de la pénétration profonde. Donc, ça veut dire que là, finalement, quand on reprend le cycle de la réponse sexuelle, il s'agira effectivement, en tout cas en sexothérapie, de s'informer et d'aider la patiente à verbaliser finalement où elle en est de son intérêt pour la sexualité. Parce qu'à partir du moment où vous faites une croyance et une pensée qui est sexualité égale douleur, ça ne donne pas, et ce n'est pas encourageant, ça ne donne pas envie. Or, effectivement, la sexualité, c'est quelque chose qui se prépare, pas uniquement dans la chambre à coucher, mais j'ai envie de dire dès le matin au petit déjeuner et toute la journée. Et si l'association qui est faite, c'est je vais avoir mal, j'ai mal, ou je n'ai pour l'instant qu'une expérience négative, ça ne peut pas motiver, ça ne peut pas être un levier moteur. Et donc, effectivement, se retrouver à avoir une activité sexuelle contrainte, finalement, pour faire plaisir au partenaire, à la partenaire, parce qu'on a peur qu'il aille voir ailleurs, parce qu'on a peur qu'il découche et parce qu'on a peur de le perdre, et bien tout ça, ça ne va pas favoriser la détente et la relaxation qui sont si importantes pour effectivement pouvoir s'épanouir sexuellement. Et là, on va pouvoir, en tout cas en sexothérapie, retravailler à la fois avec la femme, mais également avec le couple. Et moi, j'aime énormément travailler et donner de l'espace à la parole du partenaire ou de la partenaire, parce que c'est vrai que le partenaire, parfois, n'ose pas verbaliser puisque ce n'est pas lui qui a mal. Il a les effets secondaires, il a les effets collatéraux, mais il n'ose pas effectivement exprimer ses peurs, ses craintes, ses culpabilités aussi. Et donc, on va pouvoir remettre du lien aussi autrement à travers la sexothérapie et la thérapie de couple au niveau du couple pour pouvoir aussi réinvestir les autres piliers de la vie de couple, en dehors des activités sexuelles, qui sont l'amitié, qui sont les sentiments amoureux, mais également, vous aurez remarqué que j'ai mis sur ma sexualité active avec un S, parce qu'effectivement, il faudra considérer qu'il n'y a pas que la sexualité par pénétration qui existe, et que l'épanouissement affectif et sexuel, il est à la portée de tous et de toutes. Et ces éléments-là vont faire qu'il sera nécessaire de changer finalement de paradigme pour voir, non pas avoir ou pas une activité sexuelle, mais vivre en santé sexuelle, ce qui va pouvoir amplifier et élargir le champ du possible, des possibles pour ces couples. Parce que vivre en santé sexuelle avec l'endométriose, oui, mais comment ? Ben effectivement, il va falloir revoir son hygiène de vie, il va falloir adapter son mode de vie, adapter aussi effectivement la qualité du sommeil. Ça veut dire qu'il faudra peut-être aussi adapter si on travaille, le temps de travail, il faudra voir ça avec la médecine du travail, avec l'infirmière de santé au travail, avec le médecin du travail pour pouvoir avoir un temps de travail aménagé. Peut-être enclencher aussi des droits en termes d'invalidité, revoir peut-être aussi l'alimentation, parce que c'est vrai que il y a des aliments qui vont favoriser l'inflammation, et même si on est féru de fromage, on adore des plateaux de fromage, et effectivement, quand on a l'endométriose, c'est quelque chose qu'il faudra compenser différemment pour pouvoir avoir du plaisir autrement que dans le fait de manger un bon plateau de fromage. Et puis, il y a toutes les activités physiques qui vont devoir être adaptés. On parle de yoga, il faut savoir que la Haute Autorité de Santé, depuis 2017, dans ses recommandations, préconise l'acupuncture, préconise le yoga. Donc, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut prescrire des séances de yoga, on peut effectivement accompagner et aller vers des activités beaucoup plus douces pour le corps, mais qui vont mettre le corps en mouvement. D'accord ? Un des impacts pour réduire la douleur, c'est effectivement aussi de remettre la machine, de remettre la mécanique en action. Et donc, le qigong, la natation, la relaxation dynamique via la sophrologie vont être des thérapeutiques non médicamenteuses qui vont être des alternatives où la femme va pouvoir reprendre un peu de contrôle sur son corps,
sur sa qualité de vie et elle va même pouvoir partager cette activité-là parfois avec son compagnon ou sa compagne. Et donc, pourquoi pas effectivement envisager des séances de yoga à deux, des séances effectivement de sophrologie à deux, c'est des choses que l'on peut faire aussi en thérapie non médicamenteuse. Et ça, c'est vraiment très important parce que là, il va falloir changer de paradigme pour aller vers une sexualité qui soit positive. Et parler de sexualité positive quand on a mal et quand on l'associe à la douleur, ça peut être très compliqué. Et donc, en sexothérapie, on va aller travailler à la fois sur les fantasmes érotiques, parce que la sexualité, elle peut être relationnelle, mais elle peut être aussi très personnelle. Et effectivement, c'est deux formes de sexualité qui vont faire que finalement, une femme va se dire, ben, je peux aussi, moi, j'ai le droit à la sexualité et c'est aussi à ma portée. Et ce n'est pas uniquement via la sexualité pénétrante. Et donc, du coup, il va falloir aussi peut-être passer par l'éducation à la fois de la femme, mais aussi de là ou du partenaire pour envisager effectivement d'autres formes de sexualité. Et moi, j'aime bien introduire une notion qui n'est pas de mon fruit, hein, mais qui est plutôt un néologisme qui est né en 2016 dans l'esprit d'une écrivaine féministe, Bini Adarkark, qui parle de circlusion. Et c'est vrai que parfois, j'ai des couples qui me disent « mais on ne comprend pas, la gynécologue nous a dit que maintenant, il fallait arrêter la pénétration ». Et moi, ben, dans mes scripts, je ne vois pas de quoi ils retournent, de quoi on parle. Pour moi, la sexualité, c'est préliminaire, excitation, orgasme, pénétration, et après, voilà, on se repose, mais ça veut dire qu'il va falloir inventer, être créatif dans les activités sexuelles et pouvoir s'adapter effectivement quand il y a moins de crise, finalement, comment on peut se donner du plaisir, comment on peut se réconforter, comment on peut aussi avoir un contact. Le toucher est très important, développer une autre forme de toucher. Et pour ça, effectivement, ça veut dire que les mots vont être puissants. Ils vont pouvoir aussi interpeller l'imaginaire, j'ai envie de dire, du couple, mais aussi l'imaginaire collectif, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent d'endométriose qui ont envie aussi de trouver une alternative à la sexualité non pénétrante. Et donc, ce concept de circlusion, il est intéressant parce qu'on va faire appel finalement à non pas la pénétration, mais l'enveloppement. Et donc, on peut effectivement envelopper un doigt autour d'une bouche, autour d'un pénis. C'est effectivement d'autres façons d'envisager la sexualité et donc du coup mettre en place effectivement qu'on peut se donner du plaisir, se faire du bien, autrement uniquement que par la pénétration vaginale. Et donc ça va permettre aussi pour les couples de discuter autrement de leur pratique sexuelle, de leur activité sexuelle et finalement de ce qui leur fait du bien. Parce que la sexualité, avant tout, ça sert à se faire du bien. Et donc, discuter en thérapie de couple, mais finalement, pour vous, monsieur, madame, à quoi sert la sexualité? Et si on prend la sexualité comme une rencontre, finalement, on va se rendre compte que la pénétration vaginale va pouvoir avoir moins d'importance et finalement on va se rendre compte que si on est moins fixé et focusé sur cette pénétration vaginale, peut-être qu'effectivement il y aura d'autres champs de possibles qui seront possibles pour ce couple. Et donc effectivement c'est ça, j'ai envie de dire tout l'intérêt, tout le biais qui peut être mis en avant, discuté, proposé à travers la sexothérapie et qui va faire du bien. Tout à l'heure, j'ai cru voir dans les questions qu'est-ce qu'on peut mettre en place effectivement à travers soit effectivement mes collègues qui sont psychologues, si elles sont effectivement formées également à la sexologie, ça peut être intéressant d'aller les consulter. Quoi qu'il en soit, l'endométriose n'est pas une pathologie qui peut se gérer en une seule fois avec un seul spécialiste. Il va falloir effectivement qu'on travaille autour de la patiente parce qu'effectivement, à certains moments, elle sera plus axée sur effectivement des questions qui sont d'ordre de devenir parent. D'autres fois, ce sera sur la sexualité. D'autres fois, ce sera sur d'autres questions. Effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas mobiliser tous les intervenants parce que les patientes aussi, elles courent d'un praticien à l'autre et qu'il y a une fatigue aussi, j'ai envie de dire, de courir après les praticiens. Et ça, on l'oublie. Et donc, c'est vrai que dans la question, mais à quel rythme je dois consulter un sexothérapeute, j'ai envie de dire au rythme qui est le vôtre, celui que vous pouvez. Parce que si moi, je commence à poser mon cadre thérapeutique en lui disant c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je lui impose, je lui redonne encore une injonction. Donc, effectivement, je peux proposer ce cadre-là, mais c'est un cadre qui va devoir avoir de la souplesse. Et si moi, je ne suis pas capable d'apporter cette souplesse, ce sera très difficile de faire passer au couple, effectivement, qu'il faut qu'ils mettent, en termes de paradigme, de la souplesse dans leur script et de la souplesse dans leur pratique sexuelle. Donc, effectivement, il est nécessaire d'avoir une certaine congruence
congruence à la fois dans effectivement les prescriptions qu'on peut avoir, nous, sexothérapeutes, et le vécu et le rythme qui est celui de nos patientes. Et j'ai envie de dire, en conclusion, il sera nécessaire de comprendre que finalement, la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend et que c'est un continuum sur toute la vie, avec ou sans endométriose. J'ai envie de dire, on est un peu tous logés à la même enseigne. La sexualité qu'on avait à 20 ans n'est pas celle qu'on aura à 40 ans, ni à 50 ans, ni 60 ans. C'est pour ça que ce prochain webinaire qui va parler effectivement de l'adolescence à la ménopause, il aura vraiment cet intérêt de comprendre qu'on n'a pas une sexualité, mais des sexualités. Et que si aujourd'hui c'est l'endométriose, peut-être que demain c'est le partenaire masculin qui aura des problèmes de dos et de lombalgie. Et donc, il faudra qu'il adapte lui aussi ses pratiques et ses activités sexuelles. Et donc, c'est pour ça que cette souplesse, elle est nécessaire, en tout cas dans le domaine de la sexualité, pour avoir une réelle qualité de vie sexuelle et qualité de vie au sens beaucoup plus large, et que ça nécessite finalement un apprentissage à la fois psychocorporel dans un contexte qui est beaucoup plus général, où on va devoir s'autoriser d'abord soi-même, et puis à l'intérieur de son couple, au plaisir, et puis j'ai envie de dire à la nécessaire transgression de la loi de la douleur. La douleur, ce n'est pas quelque chose de fatal, il n'y a pas de fatalité à la douleur, mais il y a une nécessité en tout cas de s'adapter. Et j'ai envie de dire, le propre de l'homme, c'est bien aussi de s'adapter à son environnement. Et là, pour le coup, il y a nécessité de s'adapter à cette maladie, tant qu'on n'a pas en tout cas à disposition un traitement définitif. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas, en tout cas, je suis à disposition. Merci beaucoup. On voit beaucoup de petits pouces et d'applaudissements. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle. C'était très intéressant et c'est une vraie… Voilà, il va falloir apprendre à s'adapter, à évoluer, à incrémenter avec la fantaisie. Et alors, on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Yasmine, j'ai vu une question que je vais peut-être poser. Je te laisserai après pour la suivante. Alors, il y a une question autour du lien qui peut exister entre douleur et périnée hypertonique. Et est-ce que ces douleurs autour de la zone pelvienne peuvent être soulagées? Et il pose éventuellement une question autour de la rééducation du muscle, j'imagine, périnéal. C'est peut-être que notre intervenante kiné en parlera dans sa présentation. Je ne sais pas, Maud, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez l'aborder, ça? Désolée, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que l'hypertonicité du périnée ou la rééducation du périnée peut aider dans les douleurs Oui, et puis le lien entre les douleurs pelviennes ou douleurs pendant les rapports sexuels et le périnée hypertonique? La rééducation périnéale fait partie de la rééducation de l'endométriose. Donc, c'est sûr que comme le périnée, c'est un système musculaire, il doit absolument être pris en charge par rapport aux douleurs pelviennes, par rapport à la pénétration et à toutes les institutions avec lesquelles il est interagi, comme le système urinaire et le système digestif. Très bien, donc je pense que votre présentation va répondre à pas mal de questions tout à l'heure. On en avait une aussi sur des solutions pour soulager les dyspareunies. Je pense qu'une approche en kinésithérapie interne. Exactement, il faut absolument que la patiente soit prise de manière globale, mais il faut aussi que la prise en charge elle soit assez spécifique. Et du coup, c'est vrai que le travail interne, ça reste un travail qui est très spécifique, qui doit être aussi très doux et très adapté à la patiente, mais il est fondamental pour pouvoir aller travailler les structures spécifiques. C'est pour ça qu'on utilise aussi des points spécifiques comme les points gâchettes, et on peut utiliser différentes huiles, différentes crèmes, et ça j'en parlerai pour pouvoir aider à la rééducation périnéale. Très bien. Alors, il y avait une question aussi sur des groupes de parole dyspareunie. Alors, les bénévoles EndoFrance organisent très régulièrement des groupes de parole spécial couple où conjoints et conjointes ont un espace de parole, peuvent s'exprimer et puis où on parle en toute bienveillance, sans jugement. Et on accueille les problématiques et les solutions de chacun. Donc, il faut regarder notre site internet et n'hésitez pas à vous inscrire.
Il y avait aussi une question sur le remboursement. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, dans les soins de ce qu'on appelle les soins de support, à part la kinésithérapie, il n'y en a pas beaucoup de remboursés par la sécurité sociale. L'acupuncture peut être remboursée si c'est un médecin qui est acupuncteur. L'hypnose, la sophrologie, tout ça ne sera pas remboursé. L'ostéopathie non plus. En revanche, il existe des mutuelles qui peuvent tout à fait prendre en charge un certain nombre de séances d'ostéopathie ou de toute autre thérapie dans l'année. Donc, à vous renseigner auprès de votre mutuelle. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Pietro, tu en as vu? Oui, alors il y a une question autour de la typologie des douleurs. Est-ce qu'ils peuvent intervenir les douleurs une fois le rapport sexuel terminé? Et est-ce que ces douleurs peuvent durer plusieurs heures après la fin du rapport sexuel? Oui, tout à fait, effectivement, puisqu'il y a la mémoire de la douleur qui va rester. Et effectivement, quand je parlais tout à l'heure du cycle de la réponse de la douleur, c'est effectivement quel souvenir on garde de l'activité sexuelle. Et si effectivement celle-ci a été douloureuse parce qu'il y a eu une absence de lubrification, parce qu'effectivement le corps n'était pas suffisamment préparé, puis tout simplement parce qu'on est en crise, effectivement, la douleur, elle va pouvoir perdurer même plusieurs heures, même plusieurs jours après. Et effectivement, comme c'est une douleur qui va être neuropathique, elle va être plutôt diffuse et elle va être difficilement géolocalisable. Et donc, effectivement, je dirais, ne serait-ce que penser rapport sexuel, même le mot, l'association qui va être faite au niveau psychologique va être rapport sexuel égale douleur. Et donc, ça va être en fait un entraînement et un espèce de cercle vicieux qui fait que c'est très parfois difficile de se sortir de ça parce qu'effectivement, c'est le souvenir qu'on en gardera, tout simplement. Alors, il y a une question très technique autour d'une atteinte du nerf pudendal qui a l'air très invalidante et avec une sexologie très compliquée. Est-ce que vous avez des conseils pour ces atteintes spécifiques? En tout cas, en kinésithérapie, il y a énormément de choses à faire par rapport au nerf pudendal, puisqu'il faut redonner de la mobilité au niveau du bassin pour que les contraintes mécaniques puissent être mieux gérées par le corps, que du coup aussi au niveau des contraintes musculaires, il y ait plus une globalité. C'est vraiment important de pouvoir travailler toutes les structures qu'il y a au-dessus pour pouvoir soulager au maximum. Oui, c'est très juste. Effectivement, de redonner de la mobilité, c'est essentiel. De relâcher tous les muscles qui sont sur le trajet du nerf et qui vont majorer sa compression. Bon, bien sûr, s'il y a une lésion qui est sur le nerf pudendal ou sur les racines qui créent le nerf pudendal, les traitements médicamenteux de la douleur neuropathique sont quasiment obligatoire, quoi, parce que là, on est vraiment sur la douleur neuropathique depuis le début. On utilise la douleur neuropathique pour parler de douleur par sensibilisation. C'est pas la même chose. Il y a la douleur maladie, la douleur sensibilisation, d'accord, le dérèglement de la perception douloureuse, et la douleur neuropathique qui est liée à une lésion d'un nerf. Et ce n'est pas la même chose. Et là, quand on a une lésion sur le nerf pudendal, c'est vraiment de la douleur neuropathique avec brûlure, fourmillement, décharge électrique, des choses qui sont très spécifiques. Et il y a des médicaments spécifiques, mais c'est souvent aussi des indications chirurgicales, il me semble, Pietro. Ça peut être le cas. Quand c'est vraiment très invalidant, ouais, ça peut être effectivement toujours après échec du traitement médical. S'il y a vraiment une altération importante de la qualité de vie, si c'est très invalidant, oui, la chirurgie peut être indiquée, en sachant que c'est la neurochirurgie compliqué, ouais, très compliqué. La neurochirurgie, oui. C'est très compliqué. Et alors, dernière question qui me semblait intéressante, qui peut coordonner tous ces soins, toute cette approche pluridisciplinaire? Il y a plusieurs solutions. Où vous avez un super médecin traitant qui va être à l'écoute et qui va pouvoir vous prescrire une ordonnance de kiné, vous dire
d'aller voir un sophrologue, voilà. Ou alors, c'est effectivement les médecins que vous allez rencontrer à l'hôpital, les gynécologues eux-mêmes qui travaillent en staff pluridisciplinaire, qui vont vous orienter vers le médecin de la douleur, vers une technique ou une autre. Donc, ça dépend un petit peu de votre suivi, tout ça.